Je fête mes 50 ans de publicité. Vous vous rendez compte, un demi-siècle de pub. Pendant un demi-siècle, j'ai cherché une définition de ce métier. Je n'ai pas trouvé de définition, mais je vais le résumer d'une question. Posez à votre annonceur la question suivante. Que devient la neige lorsqu'elle fond? Il vous répondra de l'eau. Posez la même question à un créatif. Il ne vous dira pas pour moi. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. La publicité n'est rien d'autre que ça. Elle est immuable. La règle était vraie du temps de la réclame et elle est vraie aujourd'hui du temps de l'ordinateur. Seuls les moyens changent. Seuls les outils évoluent. La publicité a été et restera d'avoir une idée. Simplement, il faut savoir comment cette idée peut évoluer en s'adaptant à la fois aux évolutions du temps et à la fois aux extraordinaires progressions technologiques des moyens de communication. Alors, nous entrons dans la troisième révolution de notre ère moderne. La première révolution a été la révolution marchande du 19e siècle, qui a fait la fortune de l'Angleterre, parce que l'Angleterre construisait des bateaux qui sont allés conquérir le monde. Puis, le 20e siècle a été le siècle de la révolution industrielle, qui a fait la fortune de la France, de l'Europe, de l'Amérique, puis du Japon, parce que ces pays ont construit des voitures et des avions qui sont allés conquérir les marchés. Et nous entrons aujourd'hui dans la troisième révolution que j'ai baptisée la révolution infostrielle, d'information et d'immatériel, qui est une révolution qui, au lieu d'être une révolution dans le dur, est une révolution dans l'espace, qui, au lieu de conquérir les marchés, va devoir dialoguer avec ces marchés, qui, au lieu d'imposer ce qu'a été notre métier, un message, qui va être obligé de le négocier, de le discuter. Et puis surtout, un temps où, au-delà de la communication, la seule chose qui restera, c'est l'influence. D'où cette journée que vous allez avoir. J'ai parcouru des trucs, je trouve que c'est formidable d'arriver comme ça, en une journée, à balayer tous les problèmes de cette société qui s'invente. Il faut bien savoir que nous, les pubards du XXe siècle, nous en avons lourd sur le cœur. Nous avons cru inventer la société de communication, nous avons inventé une société de solitude. Plus on a communiqué au XXe siècle, moins on s'est parlé. Nous avons tous été, sans le savoir, moi le premier, des petits Goebbels. On a enfoncé des slogans dans la tête des gens sans qu'ils puissent réagir, jusqu'à les rendre complètement marteaux, à coups de marteau. Et aujourd'hui, depuis à peine 5 ans, depuis à peine 10 ans, voilà que tout d'un coup, le consommateur a la parole. Voilà qu'il a droit de citer. Voilà qu'il est tellement plus nombreux que nous, tellement plus fort que nous, que c'est lui qui va décider demain de la communication. Et donc, cette révolution qui est en train de se passer est une révolution, comme toute révolution, avec une chance extraordinaire de se remettre en question, et avec un risque terrible que le pouvoir qu'avait la publicité s'envole, récupéré par le consommateur. Car le consommateur est devenu un consommateur, parce que de consommateurs intermittents qui recevaient l'information comme ça le matin en se levant, en se rasant, puis qui parcouraient un journal avant d'aller au bureau, qui se retrouvait devant la télé à 20h, est devenu un consommateur permanent, branché en continu, en live, sur l'info du monde entier, parce que hier, Gogo, nous l'avons rendu pro dans les années 80, mais il est aujourd'hui proprio, copropriétaire des marques, qui sont en train de perdre leur fonds de commerce, qui, si elles ne réagissent pas à temps, peuvent se faire déposséder d'un blog qui va devenir un chat, qui va devenir une communauté, de l'âme de leur marque. Et qui fait que, évidemment, l'influence, puisque c'est ce dont vous allez parler, que l'influence devient partie prenante de la communication. C'est le grand passage de l'affiche qui a inventé la pub, ou la petite annonce, à l'influence. Et on voit ce 360 degrés qui se développe avec cette génération qui s'invente, la génération cyber, avec ces jeunes qui sont nés avec des caméras à la place des yeux, avec des écouteurs à la place des oreilles, avec des micros à la place de la bouche,
et avec des clics à la place de doigts. Je dirais des pouces, puisqu'aujourd'hui, on tape avec des pouces, ce qui n'est pas la meilleure façon d'écrire. Et donc, je crois qu'il faut aussi que nous sachions nous mettre en garde de cette société qui s'avance. J'ai dit et je redis que le cyber, dont vous allez tellement parler, le net, est la plus belle invention de l'homme parce qu'elle permet à tous les hommes de communiquer, et c'est la pire des saloperies parce qu'elle peut s'auto-détruire, et chemin faisant, elle peut nous auto-détruire. Il n'est pas normal qu'une telle zone de liberté, qu'une telle zone de libre-échange, qu'une telle zone de partage soit sans règles, soit sans foi ni loi, que dans un parfait anonymat, dans une immunité totale, tout puisse être dit et n'importe qui peut faire n'importe quoi. Tant que les États n'auront pas mis bon ordre à la régulation, en lui laissant le plus de liberté possible, en lui gardant son âme, en lui gardant sa fraîcheur, en lui gardant évidemment cet extraordinaire pouvoir de partage, nous sommes en danger. Et d'ailleurs, Obama y réfléchit, j'en ai parlé avec le président de la République française qui y réfléchit aussi. Ça va être inscrit d'ailleurs dans l'ordre du G20. Donc, il va falloir réguler cet outil qui nous est tombé du ciel et qui peut changer le monde à condition de ne pas le détruire. Et je pense qu'au niveau de la création, évidemment c'est ce qui me concerne le plus, nous sommes dans une révolution qui est que l'idée était hier une idée verticale. C'était un slogan qu'on enfonçait dans la tête des gens. Alors ça a commencé avec Jésus-Christ, aimez-vous les uns les autres. 2000 ans après, ça marche encore. Et puis la force tranquille, et puis just do it. Et ça s'est simplement limité à ce va-et-vient direct et incessant entre la marque et le consommateur. Aujourd'hui, l'idée est circulaire. C'est une pierre qui est jetée dans l'eau, en fait, sur la toile, et qui va rayonner par ondes concentriques. Et ce sont ces ondes qui vont faire s'avancer l'idée. Et les médias, qui hier étaient des tapis de bombes que l'on balançait au journal de 20 heures et qui ratissaient tout, sont devenus aujourd'hui, dans leur signification, une sorte de cyclotron, dans lequel cette idée est une particule en suspension qui va trouver son énergie dans la friction de chaque média. Elle va démarrer sur le net, qui va la propulser vers la télé, qui va lui donner une énergie supplémentaire. Elle va revenir à la radio, qui va faire des ventes. Elle va repartir en marketing direct, qui va concrétiser ses ventes. Elle va repartir sur les RP, qui vont le régénérer. Elle va se transformer dans le strict marketing, etc. Et elle va sortir à la vitesse de la lumière de l'autre côté du cyclotron en nous échappant totalement. Parce que dès l'instant où vous avez mis une idée sur la toile, vous ne savez plus quelle sera sa finalité. Elle peut, comme notre clip de BETC pour les baby rollers, faire 120 millions de téléchargements et elle peut rester totalement muette. Pourquoi ce film a fait 120 millions de téléchargements ? Oui, c'était des bébés, oui, ils faisaient du roller, mais enfin, ce n'était pas la première fois qu'on utilisait des bébés. On entre, la communication est devenue un loto. On ne peut absolument pas garantir l'effet aujourd'hui d'une campagne, alors qu'hier, on était très sûr de nous. On savait qu'en mettant tant d'argent sur la télé, on aurait tant de résultats. On savait, après les avoir pré-testés, quelle était à peu près l'efficacité de nos messages. Personne ne peut tester le net. Personne ne peut savoir ce qui va marcher. C'est à la fois fascinant, c'est à la fois dangereux. Et j'espère que vous allez y trouver une certaine réponse. Je crois surtout que le plus important, c'est qu'il faut, dans cette circularité des médias, dans cette circularité dans l'idée, dans cette circularité des échanges, dans ce que sont devenues les agences, et Havas en a été le précurseur, des agences totalement intégrées. Chez nous, il y a près de 40 métiers dans le même building. Et quand je me souviens, à peine il y a 50 ans, on était trois avec Roux et une fille, et qu'on faisait tout nous-mêmes, on faisait les plans médias, c'est moi qui décidais les annonces, j'allais les vendre, on faisait les plans médias et tout. Et aujourd'hui, on est dans des buildings avec 40 métiers différents de la communication. Donc je pense que le plus important, c'est que vous décidiez d'une autre façon de penser. Et je finirai d'un spot que je rêve de faire, circulaire. C'est une institutrice qui donne un cours de mathématiques à ses petits élèves. Alors, elle va au tableau et elle dessine un arbre. Et elle dit, dans cet arbre,
il y a 10 oiseaux. Passe un chasseur qui tire et qui en tue 3. Combien reste-t-il d'oiseaux? Et au premier rang, il y a une petite fille qui dit « Moi, je sais, madame, il en reste 7. » Bravo, bravo, lui dit la maîtresse. Mais au dernier rang, il y a un petit garçon qui se lève et qui dit « Je ne suis pas d'accord, madame. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. » Ils ne sont pas débiles, les oiseaux. Quand on leur a tiré dessus, ils sont tirés, il en reste 0. Et la maîtresse lui dit, écoute, j'aime bien ta façon de penser, mais tu es trop romantique. Tu vois la vie du bon côté. La mathématique, c'est rationnel. Il faut que tu comprennes bien ça. Le petit garçon dit, bon, mais puisque vous trouvez que j'ai une bonne façon de penser, moi, je vais vous poser, à mon avis, une devinette. Dans un parc public, il y a 3 femmes sur un banc. La première, mord dans une glace. La deuxième, lèche une glace. La troisième, suce une glace. Quelle est la femme mariée? Alors là, un peu gênée, l'institutrice, et puis je pense que c'est la troisième. Pas du tout, lui dit le petit garçon. C'est celle qui a une alliance, mais j'aime bien votre façon de penser. C'est ça, l'idée circulaire. Vous pouvez embrasser Vincent de votre part. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez le temps éventuellement pour 1 ou 2 questions de la salle? Comme il nous reste 6 minutes, qui veut poser la première question? Qui va aller au tableau? Allez, viens. Moi, j'adore les questions des femmes. C'est les mêmes, hein, sauf que... Non, c'est pas les mêmes. Non. Avant, pourquoi c'est pas les mêmes? Ça, c'est ma Mais première parce que question. Pourquoi les femmes et les hommes sont des animaux différents par bonheur. Et vous savez que ce sont les femmes qui vont mener le monde. Vous savez que 70% de la fortune du monde est dans les mains des femmes. 70%, qu'elle est estimée à 15 000 milliards de dollars, qu'elle va passer dans les 5 ans à 18 000 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le PIB de la Chine et de l'Inde réunis. Donc le monde est à vous, mesdames. Moi, c'est bien, je vais me tirer. Mais mes enfants... Il y a un autre chiffre qui est très intéressant, mais après je poserai ma question. C'est qu'en termes de délinquance, je suis avocate et ma question a un trait avec ce que vous avez dit sur la régulation de la zone. Mais en infraction, s'il n'y avait que des femmes dans ce pays, il n'y aurait pas de juridiction criminelle et correctionnelle parce que les infractions, je crois, c'est 99% des hommes. Ça, c'est un chiffre aussi dont on ne parle pas souvent, mais c'est assez amusant. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le monde serait sauvé par les femmes. Simplement sur la régulation, à votre avis, s'il y avait une mesure à prendre, vous avez dit que la zone, je suis tout à fait d'accord avec vous, je suis avocate, je trouve ça insensé que cette zone ne soit pas régulée. S'il y avait une première mesure, là, le chef d'État y travaille, il vous appelle, Jacques Séguéla, première mesure. Oui, il faut pouvoir réprimander très sévèrement, plus sévèrement que pour la presse ou pour tout autre média, le passage de ligne blanche, c'est-à-dire la médisance, la calomnie, la contre-vérité, le mensonge. Parce que finalement, c'est la seule chose que l'on reproche au net, hein, c'est de pouvoir dire n'importe quoi sur n'importe qui. Alors après, il y a la cybercriminalité, mais enfin celle-là, tout se met en place, les choses avancent, il faut du temps, c'est tellement difficile, hein, parce que comme je le disais, le net n'existe pas. Qui est le président du net? Où est la société du net? Où est le siège social du net? Qui sont les collaborateurs du net? Est-ce qu'il y a un conseil d'administration du net? C'est qui le net? C'est quoi? C'est rien. C'est nous, c'est vous, c'est là-haut. C'est l'immatériel total. Donc, c'est facile de punir l'immatériel. Vous êtes sur une voiture, vous dépassez la vitesse, on vous met une amende ou on vous met en tôle. Mais vous êtes sur le net, vous dépassez la vitesse, c'est dans l'immatériel. On ne peut pas vous saisir, on ne sait pas où vous êtes. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir très sérieusement à la chose et déjà faire quelques exemples très durs, très sévères, de ceux qui se permettent, parce qu'il y a immunité, parce qu'il y a anonymat, mais il n'y a pas d'anonymat sur le net. Tout le monde peut retrouver tout le monde sur le net. Il faut faire des exemples forts. Vous avez Je crois aussi que surtout, comme toujours, moi je ne crois qu'à l'autodiscipline. Après tout, c'est la seule vraie régulation, elle doit venir des internautes eux-mêmes. Il faut avoir la conscience qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi sur le net. Vous avez répondu à la question et j'aime bien votre façon de penser. Merci. 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 Une autre question? Je ne vous demanderai pas ce que vous faites avec les glaces. Bonjour, enchantée. Comme vous le savez, on est dans un pôle universitaire. Donc, d'après vous, quels sont les métiers de demain que vous pouvez voir et qui, chez Havas, vous pouvez penser intégrer
dans les mois ou années à venir? Dans la communication ou en général? Dans le monde Internet et de l'influence, justement. D'abord, la publicité ne fait que commencer, c'est-à-dire qu'elle revit. Jusqu'à présent, comme je vous le disais, elle était très limitée. On faisait de la propagande. La propagande, ça mène à rien, ça mène à la dictature. On est en train de passer de la dictature de la communication à la démocratie participative de la communication. C'est une révolution, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc, tous les métiers demain sont les métiers nouveaux, c'est-à-dire les métiers de dialogue, les métiers de service, les métiers d'échange. L'affiche de demain, c'est le strict marketing. J'arrive d'Asie, tu en arrives aussi, c'est extraordinaire. En Asie, curieusement, il n'y a pas encore de création. En Chine, parce que Singapour, Bangkok sont des pays très créatifs, même Hong Kong, qui l'est moins. Mais la Chine, cet énorme pays, n'a pas de créatifs. Il n'existe pas les créatifs chinois. On les achète à prix d'or, etc. Ça vaut 2 fois plus cher qu'un créatif en France. Il y en a très peu. Mais par contre, le strict marketing est le meilleur du monde. Parce qu'ils ne sont pas encore dans la conceptualisation qu'exige la création, mais ils savent transformer la rue dans un gigantesque guignol, dans un gigantesque bazar qui vous touche. Et d'ailleurs, sur le net, ils sont 10 fois plus créatifs aussi qu'ils ne le sont dans ce qui est un peu la vieille pub pour moi, la vieille création. Notre truc rationnel où pendant 3 mois on se dit alors bon, on positionne et puis on va avoir des idées et puis on teste, on prête, etc. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. Hein, vous connaissez ma formule. Là-bas, il n'y a pas de test. C'est directement ça. Donc, je pense que tous les métiers de relations presse, de relations publiques, de proximité des gens, de toute l'utilisation possible du net, d'échange, de partage, sont les métiers de demain. Mais surtout, c'est à chaque publicitaire de devenir non plus le généraliste qu'il était, mais le multispécialiste. Parce qu'à l'époque, on savait tout, on savait un peu de tout. Aujourd'hui, il faut tout savoir de tout. Et donc, ce métier de demain appartiendra aux femmes, et aux femmes qui auront vraiment compris qu'il fallait commencer par faire 1 an dans tel secteur, 1 autre dans tel autre secteur, un 3e dans tel autre pays, un 4e chez l'annonceur, un 5e en agence. Ce métier qui était un métier d'instinct, de talent, de facilité, où on s'est tellement marré, est en train de devenir une véritable science, exacte, par bonheur jamais exacte, parce que la création sera toujours là, mais une véritable science pour coller à la technologie. Et je pense que l'avenir est non pas dans les médias, mais dans la compréhension des médias, non pas dans le média buying, mais dans le média planning, dans la compréhension des médias, dans l'utilisation nouvelle des médias. Vincent, j'arrive. Une dernière question. Une dernière. Il reste 2 minutes. Oui. Que c'est vraiment avec l'Internet qu'est apparu, effectivement, ce que vous avez appelé tout à l'heure, la violation de la vie privée. Si on prend un exemple très direct, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait des photos volées, y compris pour faire des campagnes de publicité qui sont apparues dans des journaux. Ou, quand on vous avait par exemple vous-même, la campagne avec qui conduisait un bateau à où effectivement une marque, je crois que c'était Yamaha ou je ne sais plus laquelle. Est-ce que vous pensez vraiment que de tout temps, finalement, il n'y a pas eu une certaine borderline qui était franchie? Oui, la calomnie n'a pas été inventée par le net. Le net, ce n'est rien. Le net, ce n'est qu'un outil. Le net n'est pas intelligent. Le net, c'est bête comme un ordinateur. C'est con, un ordinateur. Il ne faut pas non plus essayer de rendre intelligent ce qui ne l'est pas. Donc, l'extraordinaire force de cet outil, c'est sa rapidité, c'est que c'est en live, c'est que c'est en tenté, c'est que ça touche tout le monde. Et que c'est tellement prolixe, c'est tellement universel, c'est tellement en ubiquité permanente, et c'est tellement vaste qu'on ne peut pas y trouver la faute. Donc c'est l'impunité du net qui rend le net extrêmement dangereux. Sinon, les journaux People sont bien pires. Enfin, au moins, ils sont punis. Allez, bonne journée.